Donc bonjour à tous. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je m'appelle Mounir Boudra, donc je travaille chez Snips, donc c'est une start-up qui fait de l'intelligence artificielle et du context awareness. Donc on va entendre beaucoup parler durant ces prochains mois, années, voire dizaines d'années j'espère. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu de Kotlin, notamment de programmation fonctionnelle sur Kotlin. Donc le format est un poil différent de celui de Guillaume. Moi il y aura essentiellement du live coding. Donc pour comprendre un peu les aspects du langage en même temps qu'on code. Par contre, je vais quand même le présenter un petit peu. Donc l'idée d'avoir en fait Kotlin, c'est qu'à la base on voulait c'est que moi je cherchais en tout cas un langage qui soit un peu plus récent que Java, qui puisse être compatible avec Java, qui soit concis, léger pour des questions de méthode et taille d'APK, et puis surtout qu'on peut intégrer très facilement avec nos outils actuels, parce qu'on n'a pas juste envie de tout réapprendre et c'est chiant. Donc pour ça, on a 3 langages aujourd'hui qui sont à peu près éligibles, en plus de Java. Donc c'est Groovy, donc on va parler, Scala et Kotlin. L'avantage de Groovy, c'est qu'il s'intègre très facilement aux outils existants, notamment à Gradle, puisque c'est en Groovy. C'est concis, comme il vient de l'expliquer. En revanche, ça oblige à noter le compile statique sur toutes ces classes. Je viens d'apprendre qu'il y avait une option dans Gradle, donc du coup c'est plus vraiment rouge. Et la taille du jar, donc là c'est évidemment avant ProGuard, qui est un peu lourde, qui fait 4,4 mégas, donc ça c'est la taille qui est sur le modem central sur la version 2.4. Mais effectivement, après ProGuard, ça baisse fortement. Deuxième point, c'est Scala, donc ça c'est extrêmement puissant, on peut faire plein de choses. En revanche, c'est très compliqué à intégrer avec Gradle, il n'y a pas un très bon support des IDE aujourd'hui, et surtout, si on n'utilise pas SBT, c'est assez lent. Et puis le jar est assez gros, il y a encore plus de méthodes, 51 000, sur une méthode de 65 000, ça commence à être rédhibitoire. Donc, autant dire que Scala, c'est mort, même s'il y a des projets aujourd'hui comme Scaloid qui ont vu le jour. Puis enfin Kotlin, donc là effectivement c'est un peu tout vert. Mais c'est le but du jeu. Donc du coup, effectivement, ça s'intègre très facilement, mais ça, c'est grâce au travail effectivement de JetBrains. Donc Kotlin, c'est un langage donc, développé par JetBrains, donc, qui est l'éditeur d'IntelliJ et d'Android Studio. Donc il y a un très bon du coup, support d'IDE, puisque effectivement, c'est les mêmes qui font l'IDE qui supportent le langage, donc ça, c'est un gros avantage, parce qu'au final, l'IDE et le langage évoluent en même temps. Donc ça c'est super. C'est très concis, on verra pourquoi, et c'est extrêmement léger, puisque avant ProGuard, on est à un peu moins de 900 kg. Pour le runtime, et on a un peu moins de 7000 méthodes, 6800 quelque chose méthodes. Donc c'est extrêmement léger. Ça c'est avant ProGuard, donc en réduisant c'est encore beaucoup plus bas, mais j'ai pas fait les calculs. Donc si on résume un peu, donc globalement, vous avez compris que mon préférence ira un petit peu à Kotlin. Donc voilà. Donc il y a plein d'autres trucs, on va en parler pendant le live coding, sinon j'aurai pas le temps, mais il y a pas, pareil, il y a du null safety aussi, des extensions, de la délégation, mais on en verra peut-être tout à l'heure. Et puis, c'est l'heure du live code. Voilà. Sinon, j'aurais jamais le temps. Donc c'est parti. Vous voyez bien ou pas là? L'idée c'est quoi? La première chose à savoir, c'est qu'est-ce qui se passe quand on veut créer un projet Kotlin. Donc je vais créer un nouveau projet, juste pour vous montrer en live, c'est super simple. Donc c'est un Gradle module. On va l'appeler Toto, parce que j'aime bien Toto. De Toto, ouais, on s'en fiche un petit peu, ça va très bien. On veut créer une activity, API 9, tout va bien, c'est cool, blank activity. Voilà, main activity, c'est parfait. On l'appelle dans, c'est parfait aussi. Et donc, ça va nous créer le projet. Donc, effectivement, je crois que c'est un peu long parce que nous chercher toutes les dépendances. Et comme j'ai pas internet, ça risque de planter. Mais c'est pas grave. Le plus important, c'est, donc ici on a un projet Java, ah ouais d'accord, il fait tout le build Gradle. Ah, parfait. Donc ici, on a un projet Java, standard, comme on connaît tous. Première chose qu'on doit faire, c'est donc, on peut très facilement convertir en Kotlin. Donc là, on fait convert. Ouais, je peux agrandir, c'est peut-être un peu petit. C'est mieux? Ok, par contre, c'est un peu grand pour moi. C'est bon là ou pas? Dis-moi quand c'est bon. Hop, ça va? Ok, donc là, du coup, on fait convert Java to Kotlin. Hop, ça va convertir. Donc là, on a du code Kotlin tout simple. Et puis, ensuite, même chose. Donc là, on va dans Tools, Kotlin, et on configure le projet pour Kotlin. Donc là, on dit notre module, et on choisit la dernière version de Kotlin, qui est la 0.6+. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? Que dans notre build.gradle,
en fait, il a rajouté tout simplement la version de Kotlin qu'on veut utiliser, le plugin pour le build, et puis dans les dependencies, le runtime de Kotlin, donc il fait donc 880 kg. Et puis, dernière chose, il a rajouté également dans le source set, le source main Kotlin pour qu'on puisse avoir un source directory dédié à Kotlin. Et donc là, on est prêt à démarrer, tout compile, tout est bien. On change juste le nom Java en Kotlin parce qu'on fera plus de Java de notre vie. Et c'est fait. Donc voilà, donc là, on est prêt à démarrer en Kotlin avec tout ce qu'il faut. Donc c'est super facile. Donc si on reprend le live code, donc l'idée du live code et de l'application qu'on va faire ensemble ce soir, c'est de faire une application qui va simuler en fait un trajet en vélo, à pied, en voiture, comme vous voulez, dans Paris. Et l'idée c'est qu'on a envie de voir en fait les places qu'il y a autour de nous pendant qu'on roule ou pendant qu'on est à vélo. Le faites pas en vélo, sinon ce sera un peu compliqué à regarder le téléphone en même temps. Mais l'idée est là. Sachant qu'il n'y a pas d'API pour les places, on va les générer. Ça sera plus simple, mais l'idée c'est qu'on va générer des places autour d'un point sur lequel on est. Donc pour ça, j'ai simplement récupéré, alors c'est encore petit, désolé, donc j'ai simplement récupéré une liste de points qui correspond à une trajectoire. Donc pour éviter les problèmes d'internet, et puis qu'on ne bouge pas pendant le live coding, donc ce sera compliqué à avoir un chemin dans Paris. Donc voilà. Donc ça c'est pas intéressant. Donc on va commencer. Donc moi j'ai pas trop de mémoire, donc du coup je me suis mis plein de petits to-do dans mon code. Comme ça permet d'avancer ensemble et voir les étapes qu'il y a. Donc on va aller voir en bas ici. Hop, on va tout déplier. Et voilà. Donc, si on commence, donc la première chose à faire, c'est de créer un modèle. Éteins tout seul le micro. Hein. Ok, donc on va créer un modèle qui s'appelle location. Donc, comme on fera en Java, on ferait un truc standard, donc public class location. Donc, hop, tac, tac. On ferait en théorie donc du public. Alors, le code Java n'est pas valide en Kotlin, donc on mettrait val, parce que pour dire que c'est une valeur, un champ de propriété. Et puis on en a 4 à mettre, donc on va dire isOpen. Oups là. Donc l'idée, c'est qu'on a notre constructeur, donc du coup on crée nos variables directement à l'intérieur, donc isOpen. Donc là, première différence, enfin deuxième différence par rapport à Java, nos types, ils sont déclarés après nos champs. Tout ça pourquoi? Parce que ça nous permet de définir en fait si notre propriété est mutable ou immutable, on verra ça juste après. Donc on a un rate qui est de type double, ou int, je crois que c'est un int, je sais plus, mais peu importe. On a un name qui est forcément une string, et on a un lat.lng, donc une latitude-longitude, qui est de type lat.lng. Première chose. Maintenant, comment on fait pour y accéder? En théorie, on ferait un 10.isOpen égale isOpen, etc. Le gros avantage en Kotlin, encore une fois, c'est qu'on peut directement mettre nos variables, si on l'utilise directement, là-dedans. Donc là, on déclare hop une variable qui sera accessible publiquement partout. Donc ça, c'est l'équivalent en Java du 10.isOpen égale isOpen, 10.rate égale rate, 10.name égale name, et 10.tlng égale tlng. Donc ça, c'est la première chose. Donc on voit qu'on est capable de créer une classe extrêmement facilement, très simple. Il n'y a même pas d'accolade, en une ligne, c'est fait. Deuxième point qu'on peut voir, c'est que j'ai créé deux classes dans le même fichier. En Kotlin, il n'y a pas de problématique de nom de la classe égale le nom du fichier. On a un fichier Kotlin, dedans on peut faire ce qu'on veut. Même créer des fonctions sans classe, sans rien du tout. Et troisième point avec notre classe, c'est que si on veut pouvoir avoir des méthodes type equals, pouvoir la cloner facilement, faire des comparaisons, ce genre de choses, on peut la noter data. Voilà, alors c'est une notation pour dire que c'est un POJO sur lequel on pourra avoir des égalités, plein de choses comme ça. En Kotlin, on n'est pas obligé de mettre le arrobase sur la notation, mais on peut. Donc on a notre première classe, location. La deuxième chose, c'est qu'on veut, comme je vous l'ai dit, on veut pouvoir récupérer des locations, donc on va simuler tout ça, donc ce qu'on veut, c'est pouvoir le faire de manière asynchrone, parce que sinon ce sera un peu compliqué. Donc on va créer une méthode, une fonction plutôt, qui est asynchrone. Donc on déclare une fonction publique, fun pour fonction, et puis notre fonction, donc on va l'appeler async, et qui va avoir un corps de méthode. Et qu'est-ce qu'on va utiliser pour ça? On va utiliser donc un thread pool. Donc ça c'est pas complètement du Kotlin, c'est plutôt du Java. Alors Kotlin, le gros avantage, c'est que c'est construit autour de Java,
Donc toutes les API Java qu'on connaît, elles sont utilisables dans Kotlin. Et il faut les utiliser d'ailleurs. Le but de Kotlin, ça a été construit justement comme ça. C'était JetBrains qui avait besoin d'avoir un langage un peu plus puissant que Java, un peu plus moderne que Java, mais qui n'avait pas envie de tout recoder. Donc ils ont essayé ce cas-là, c'était un peu trop compliqué pour eux. Non pas qu'ils n'aient pas les compétences, loin de là, mais ils n'avaient pas envie de se galérer avec un langage comme celui-là. Et donc du coup, ils ont créé ce langage-là. Donc le maître mot, c'est interopérabilité entre Java et Kotlin. Donc tout ce qu'on peut faire en Java, on peut l'appeler en Kotlin. Tout ce qu'on fait en Kotlin, on peut l'appeler en Java. Je vais vous montrer comment. Je t'assure. Donc là, on va créer simplement donc, un pool de threads. Donc on va en mettre 2. Et puis, on va faire des choses de manière régulière, parce qu'on va pouvoir avoir des locations toutes les secondes. Des locations toutes les secondes, pardon. Donc, on a notre tâche. Donc là, c'est tout petit, mais c'est une commande. Donc, premier élément fonctionnel, donc là, c'est un runnable, une tâche. Deuxième élément, on veut que ça démarre tout de suite. La période, on va la laisser la possibilité à l'application de choisir la période. Et puis, on va dire que c'est des millisecondes. Voilà. Donc là, il y a deux choses à définir. La période, qui est un double. Et puis, il y a la task. Et là, un point important, Kotlin, c'est un langage fonctionnel. Donc, comme c'est un langage fonctionnel, on peut écrire des fonctions, injecter des fonctions. C'est l'équivalent des closures que vous avez en Groovy. Alors, une fonction, c'est un type. C'est même le plus petit élément possible dans un langage fonctionnel, notamment en Kotlin. Et donc, le type, comment on déclare ça? En fait, une fonction, qu'on déclare ça, c'est très simple. Une fonction, ça prend des paramètres en entrée, et ça fournit un type, un paramètre, une valeur de sortie. Donc, nous, on va déclarer les paramètres en entrée. Donc, le type, ça s'écrit comme ça. Donc, le paramètre en entrée, c'est entre parenthèses. Donc, on veut rien mettre en entrée. Et on veut avoir rien mettre en sortie. Donc, unit, c'est l'équivalent de void en Java. Donc, unit, c'est en Kotlin. Donc là, on a une méthode, on a une fonction, pardon, qui prend une période et puis qui fournit une tâche. Ça, c'est terminé. Deuxième chose, on veut pouvoir appeler cette fonction-là. Donc comme on est en Android, on a un cycle de vie, donc on s'y conforme. Donc on aura une méthode start et stop pour pouvoir stopper nos threads si on a envie et si on a besoin. Et on en aura besoin. Donc comment on fait? On l'appelle, tout simplement. A5, voilà. Je délègue toujours la période à l'activité qui va l'appeler. Et puis on a une tâche. Alors, cette tâche, c'est une fonction, donc c'est une closure entre accolades. Donc là, l'avantage de Kotlin, tout comme Groovy, d'ailleurs Kotlin s'inspire très fortement de Groovy, de Scala et de C#. Donc ça pompe énormément sur ces langages-là. C'est l'avantage d'être le plus jeune. On peut du coup sortir la closure de la fonction. Et là, donc du coup, qu'est-ce qu'on doit faire ici? On doit générer nos places et donc avoir nos places. Donc ça, j'ai une méthode qui est ça pour ça, donc qu'il faut juste décommenter. Donc là, c'est extrêmement peu intéressant, ça génère juste des latitudes longitudes autour d'un point particulier. Donc on s'en fiche complètement. Peut-être là, si j'ai vu qu'il y a un truc intéressant, parce qu'au final, c'est pas dans le bon ordre. Et exactement comme en Groovy, en Kotlin, on peut paramétrer nos constructeurs, en fait. Donc typiquement, mon name ici, c'est pas dans le même ordre que dans ma classe, mais c'est pas grave. Parce que je dis qu'en fait, ce name-là, c'est un name. Ce latLng, c'est mon paramètre latLng. Alors, je peux le mettre à la ligne pour des questions de lisibilité. Mon isOpen, c'est un isOpen. Et mon rate, c'est un rate. D'ailleurs, le rate, c'était quoi? Là, c'est un int. Ok, donc je transformerai en int tout à l'heure. Et deuxième chose cool, c'est que si j'avais envie que mon isOpen, typiquement, il est à false par défaut pour pas le remplir tout le temps, je peux l'initialiser ici. Donc si je fais ça, j'initialise, donc là je sais que par défaut il est à false, donc je suis plus obligé de le mettre là. Et donc on peut très bien avoir des constructeurs, des objets qui sont très longs. C'est l'avantage de l'immutabilité, c'est qu'on peut déclarer des objets, des paramètres dans le constructeur. Et comme on n'a pas toujours envie d'avoir des construire, parce que souvent on a des valeurs par défaut, on peut les mettre directement dans le constructeur et donc avoir des instantiations qui soient très, très courtes. Donc là je reviens, donc là j'enlève le false par défaut. Et ici du coup c'était pas un double mais c'était un int. Alors, en voyant des majuscules, je pense qu'il y en a qui ont un petit peu peur de l'autoboxing. Et en fait, il n'y a pas de problème. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de type primitif en Kotlin. Mais par défaut, si le type n'est pas nullable, donc si la valeur ne prend pas nul, ça sera compilé comme un type primitif derrière. Si elle prend un nul, ce sera un objet integer ou double. D'accord? Donc les objets nullables, ça s'écrit comment en Kotlin? Ça s'écrit avec un point d'interrogation. C'est un des éléments très forts du langage, notamment. Il va un peu plus loin que Groovy là-dessus pour le coup et que beaucoup d'autres langages.
c'est-à-dire qu'on déclare les objets qui sont nulables. C'est-à-dire qu'un objet qui n'est pas nulable, il ne pourra jamais prendre la valeur nulle. Et si un jour il prend la valeur nulle, eh ben, on aura une erreur à la compilation. Donc si un jour c'est nul, il faudra le déclarer comme nulable, et à ce moment-là, on sera obligé de checker tout le temps si le type est nul ou pas. Donc le check est très simple, c'est un point d'interrogation devant, c'est le même opérateur qu'en Groovy. Donc là on est bon. Donc on a une période ici, et puis on veut donc générer notre location. Donc on va dire je veux 30 points autour de mon point actuel. Donc mon point actuel c'est quoi? Alors là, c'est ce que je vous disais, on a l'immutabilité, c'est un élément extrêmement important en Kotlin. Et donc tout à l'heure, là ici j'ai écrit val dans ma location, et j'ai écrit var ici, pourquoi? Parce que val, ça veut dire que ma valeur, elle ne pourra jamais changer. Une fois que j'ai initialisé, elle ne pourra jamais changer. Var, ça veut dire que derrière, je pourrais la changer s'il y a besoin. Donc val, c'est pour dire qu'une propriété est immutable. Var, c'est pour dire qu'elle est immutable. Donc pourquoi mon index? Très simplement parce que ici, j'ai ma liste des locations dedans. Donc en Kotlin, pareil, très simplement, on peut accéder à la valeur d'une liste avec des crochets, comme pour les tableaux. Ça évite d'écrire un point get, mais on pourrait faire un point get si on a envie. Typiquement, si je fais un point get là, ça marche très bien ici. Donc ici, pour des questions, décidément, de rapidité, j'incrémente de 3, pour que ce soit plus vite dans l'animation, mais parce qu'il y a beaucoup de points. Et puis, si jamais on dépasse pour que ça boucle, et ben, je le remets à 0. Comme ça va boucler dans l'animation, ce sera plus sympa. Donc ici, on a besoin d'une période, toujours pareil, qui est un double, je crois, ouais, c'est ça. Et puis, donc là, c'est marrant parce que j'ai généré mon location, mais je ne les passe pas à l'activité, il faut que l'activité soit au courant de ce qui se passe. Donc même chose, ici on va repasser une fonction. Alors, j'appelle ça task, mais je peux l'appeler n'importe quoi, hein. Je peux l'appeler Toto si je veux. C'est juste le nom de la fonction qu'il va avoir et par laquelle je l'appellerai dans ma fonction. Donc là, je l'appelle task. Et là, en paramètres, on est un peu différent. On va prendre une liste de location, parce que on va retourner à notre activité une liste de location. Donc là, on en est les places qui sont autour, donc ce sera notre place. On va vouloir retourner également la location, le point sur lequel je suis en ce moment même, et accessoirement l'index, parce que c'est plus facile. Et donc l'index, c'est un int. Donc là, on a 3 types en paramètres de notre fonction, donc qui vont être en entrée, qui vont être un entier, la location, et puis derrière, je vais retourner rien du tout. Mais je pourrais très bien retourner un double ou une valeur si j'ai envie. Donc là, on retourne rien. Et donc on va pouvoir utiliser très simplement. Donc comment on appelle une closure? C'est comme une fonction. Et puis, ici, il attend ces fameux 3 paramètres. Donc le fameux i, le fameux notre location sur laquelle on est. Donc c'est celle-là. Donc c'est pas très joli, je pourrais l'initialiser avant. Et puis... Oula. Et puis, les places qui sont autour de notre point. Et là, tout va pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Location, liste de location... Ah oui, non, mais j'ai n'importe quoi là. J'ai inversé les deux. Pardon. Et donc si c'est là, tac, tac. Alors, c'est nul ça. Ah oui, pardon, ici c'est pas une location, ce sera un point. Voilà, ça marche mieux. Donc ça c'est le point, et les places sur lesquelles on est autour. Et donc, cet A5 là, ça va nous retourner une future. Donc là, ici, c'est une future. Donc là, on est complètement dans l'API concurrent de Java. Donc le étoile, c'est l'équivalent du point d'interrogation en Java, c'est pour dire que c'est des futures de n'importe quoi. Qu'est-ce qui m'ennuie, lui, à chaque fois avec ça là? Voilà, ok. Ah, ça me rend triste quand ça fait ça. Bon, c'est pas grave, on va voir ça après. Donc ici, on a notre futur.
on en crée une propriété. Voilà, donc on doit forcément initialiser ce que je vous disais, nos futurs ici, enfin nos variables tout le temps. Donc ça, c'est au début, comme elle n'est pas initialisée, elle est nullable, donc je la mets à nul. Et au final, qu'est-ce qu'il me dit ici? Ah oui, ici du coup, qu'est-ce qu'il me dit? Ouais, ici du coup, c'est quelque chose qui peut être nul. Oula, il n'y a rien qui se passe comme prévu là. Et du coup, je cancel ma tâche à la fin. Alors, on va essayer de régler nos petits problèmes. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Il nous dit que on a un unit. C'est une tâche. Alors, attends. Ah voilà, c'est celle-là. Allô? Je suis vraiment désolé, ça marchait très bien hier. C'est ça, exactement. Ah putain, c'est un long. Là, ça marche pas très bien ça. Et on avait dit... Voilà, ça marche mieux, tout ça comme du type. Ok, et donc ici c'est un long. Et donc ça, je verrai ça plus tard. Et donc on va créer la propriété. Voilà, ici c'est une étoile. Et c'est nul. Ok, tout va beaucoup mieux. Et donc on voit ici l'erreur de compilation qu'on a. Typiquement là c'est nullable. Et ici je fais pas le type check en fait pour dire que c'est nul. Donc du coup, hop, là on n'a plus de problème de compilation. Donc notre source elle est faite, enfin, j'ai eu un peu peur. Donc là on a quelque chose qui va nous retourner en fait nos locations de manière régulière toutes les secondes. Et de manière asynchrone, parce qu'ici on a une tâche asynchrone. Donc soit dans notre activité maintenant, ici donc je vais agrandir un peu, pardon, hop. Ça va ou pas la taille là? C'est bon? Très bien. Donc du coup on va pouvoir appeler notre source. Donc pour ça on a des callbacks du cycle de vie, donc on a un start, un resume, donc on va prendre un resume. Donc on appelle ce resume, on va pouvoir appeler notre géosource. Donc elle est déjà initialisée là-haut, donc on l'initialise dès le début. Et ensuite on va pouvoir faire un point start. Donc ça attend une période, donc on le veut toutes les secondes. Et deuxième chose, toujours pareil, on a notre fonction. Notre fonction, qu'est-ce qu'elle prend? Elle prend en paramètre, on avait dit, donc un int, qui était l'index. Elle prend le point et les places. Donc ça, c'est ce que nous fournit la méthode start. Donc on va pouvoir travailler justement là-dessus, sur l'index, les points et les places. Donc, une fois que j'ai les places, qu'est-ce que je veux faire avec les places? Eh bien, je vais l'ajouter à une carte. D'accord? Parce que j'ai besoin d'ajouter une carte donc, pour l'afficher, pour afficher typiquement une trajectoire. Donc pour des questions de temps, et parce que c'est absolument pas intéressant, hop, c'est pas le bon truc. Parce que c'est absolument pas intéressant, on a des choses qui sont faites là directement. Donc j'initialise toute ma map. C'est du pur Android, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc c'est... hop, allô. Ah bah décidément, aujourd'hui on n'est pas bon. Voilà. On a besoin de notre map view là-haut, qui est une Google Map. Voilà, j'importe Google Maps. Toujours pareil, on ne l'a pas au début. Et j'en parlerai après de ce truc-là. Donc une fois qu'on est là, notre map view. Donc on voit ici que map view, il n'existe pas. Map view, en fait, quand on va dans mon layout, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une map view du Google Play Services. Donc c'est vraiment Android tout simple. Et on voit qu'il y a ici un ID map view. Et ben avec Kotlin, comme je vous disais, ils sont assez friands d'Android parce que c'est un vecteur pour eux de croissance qui est assez fort. Parce qu'il y a peu de langages aujourd'hui intéressants en dehors de Java et de Groovy. Et donc du coup, ils investissent énormément. Hop. Tout va bien. Ils investissent énormément donc sur Android. Donc comment on fait ça? On utilise ça très simple. Donc on a Kotlin X qui est Kotlin extension, Android, main activity et
on insère tout, et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit MapView qui existe. En fait, qu'est-ce qui se passe? On est habitué en Java à utiliser des librairies comme Butterknife, comme Android Notation par exemple, pour injecter nos vues, pour injecter plein de choses. Et donc Kotlin, ils ont fait un JetBrains, ils ont compris ça, et ils ont compris que comme il n'y a pas d'APT non plus, enfin il n'y avait pas en tout cas d'APT jusque-là en Kotlin, et ben, il fallait trouver un moyen pour faciliter en fait ce genre de choses. Et donc du coup, ils ont créé des extensions. Donc comme en Groovy, on peut faire des extensions de méthodes, des extensions de classes, des extensions de méthodes ou des extensions de propriétés. Et donc c'est simplement une extension de propriété dans laquelle on va rajouter, dans laquelle on va injecter en fait la valeur de la map. Donc quand on clique dessus, on est directement lié à notre layout. Si ici je refactor mon layout, hop là, ok, map underscore view, ok, avec add plus id ça marchera mieux. Et bien ici, là, lui-même refactorisé. Vous avez vu là? Sauf que, en fait, c'est comme ça que j'ai nommé avant mes ID, avec des underscores pour séparer les trucs, et puis en fait, c'est assez moche dans le code. Donc depuis, je l'ai fait en camel case. Donc si je refactorise du côté de Kotlin, et que je clique dessus, c'est refactorisé du côté de l'ID, et dans tous les layouts. Donc c'est plutôt extrêmement bien intégré, donc c'est très facile à utiliser. Donc là, on est bon. Maintenant qu'on est là, et que j'ai ma map view, qu'est-ce que je veux? Donc je vais pouvoir utiliser mes places et les afficher dedans. Donc là, on a énormément de choses. Pour ceux qui connaissent Java 8 avec l'API Stream ou RxJava, où on peut filtrer, faire des maps, ce genre de choses, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent ce genre de choses. Et ben on va pouvoir faire la même chose en Kotlin. Donc on va pouvoir prendre nos places, et dessus on va pouvoir filtrer. Donc tout à l'heure j'avais dit qu'il y avait un paramètre isOpen dans mes locations, parce qu'il y a des places qui peuvent être ouvertes ou fermées, donc c'est généré aléatoirement. Et donc on va pouvoir afficher que celles qui sont ouvertes autour de nous. Donc là, on a accès à la valeur du filter par it. Alors pourquoi it et pas place? Parce qu'en fait, c'est assez lisible de comprendre que quand on fait places.filter, et ben le it, ça fait appel à place. Donc là, on filtre sur isOpen. Donc on veut qu'isOpen soit true. Donc on pourrait écrire égal true ou rien mettre, parce que ça doit retourner un booléen. IsOpen, c'est déjà un booléen, donc ça marche très bien. Ensuite, sur ces trucs-là que je filtre, bah, ce que je veux faire, c'est que je veux les trier par note. Donc je veux la plus grande d'abord et celle la plus petite après. Donc là, je trie sur la note, tout simplement. Et puis, comme il y en a 30, bah, comme c'est une map et qu'on ne veut pas en afficher 25 sur la map parce que sinon c'est pas lisible, je vais prendre que les 3 premières. Et donc on peut chaîner comme ça énormément de choses, très facilement, en Kotlin. Et là on voit quoi? Qu'est-ce qu'on voit? Je vous disais tout à l'heure qu'en Kotlin, on a ce qu'on appelle les extensions de classes, exactement comme en Groovy. Et je vous disais aussi que les collections qui sont utilisées, c'est les mêmes collections qu'en Java. Donc c'est la même API, c'est des listes, des arrêts, ça change absolument rien. Et on voit ici que c'est un petit peu, hop, en italique. On se rend compte quand on regarde le code, oups là, bah en fait qu'on a simplement étendu, un peu gros là, on a simplement étendu la fonction, enfin la classe, l'interface itérable, on lui a rajouté une méthode filter, et le filter, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il a une implémentation qui permet de filtrer, tout simplement. Et donc on va pouvoir ajouter comme ça plein de méthodes à des classes qui nous intéressent. Du coup, c'est extrêmement utile parce que du coup, on n'a plus besoin d'avoir de fameuses classes utilitaires qui remplissent nos projets avec des strings utils, des plein de choses comme ça. Là, on n'a plus besoin, on peut étendre la classe string et faire plein de choses avec, si on a envie, si on a besoin. Et c'est extrêmement pratique. On remarque le petit inline. Là, on pourrait se demander en fait que les closures qui sont là, derrière, ça serait compilé en anonymous class. Ça, c'est un overhead assez fort, la classe anonyme, parce qu'il faut instancier la classe. Derrière, il y a notre activité, notre contexte qui est référencé dans la classe anonyme, donc on n'en veut pas du tout. Bah, quand on regarde un petit peu, on a ici une notation qui s'appelle inline. Et en fait, ce inline, il permet quoi? Il permet d'inliner le code. Ça veut dire qu'en fait, à la compilation, il va faire en sorte que tout ça, c'est comme si on l'avait écrit avec une boucle for, qu'on a filtré chaque chose, et comme si on l'avait écrit de manière itérative. Donc du coup, il n'y a absolument aucun overhead au niveau du runtime. Et donc, une fois qu'on a ça, et ben, ce qu'on veut faire, qu'on a filtré nos places, qu'on les a triées, qu'on a pris les 3 premières et qu'on a exactement ce qu'on veut afficher à l'écran, et ben, il faut pouvoir revenir sur l'UIthread et faire des choses dessus.
Et ben là, on a pareil, on a un truc qui s'appelle Anko, qui est donc développé par JetBrains, qui permet de faire des choses, et plein de choses, notamment, qui permet de revenir sur le SRED très simplement. Donc on tire complètement parti de l'aspect fonctionnel du langage. Donc on met une fonction donc, qui s'appelle UIThread en valeur de la fonction start. Et ben, une fois qu'on est là, on va pouvoir faire des choses dans l'UIThread. Donc tout ce qu'on fait à l'intérieur de cette closure, ce sera dans l'UIThread. Et donc on a un DSL qui se dessine petit à petit comme ça, extrêmement simplement, très facilement. Et donc on se rend compte que c'est très facile de coder et de faire des appels réseau et de revenir dans l'UIThread extrêmement simplement. Là, l'avantage en plus, c'est que ce n'est pas des async tasks. Donc on n'a pas de premier async task, c'est un pool de threads. Donc on est exactement dans le même type, dans ce qu'on aurait dans RoboSpice ou dans n'importe quel autre type de langage, que ce soit en RX, que ce soit avec Retrofit par exemple, ou ce genre de choses. Et donc à partir de là, on veut afficher des choses dans le map. Donc pour des questions de temps, je vais juste récupérer le code, ça fait absolument rien d'intéressant. Si, ça fait des choses intéressantes. Ce qu'on voit d'intéressant, c'est quoi? C'est ici les points d'exclamation. En fait, j'avais dit tout à l'heure que quand on a quelque chose qui est nullable, eh ben, il faut absolument avoir l'opérateur pour l'interrogation qui vérifie que la propriété n'est pas nulle. Par contre, on est dans un endroit où on est sûr que la propriété n'est jamais nulle. Et si elle l'est, c'est qu'il y a un problème. Et on veut que ce problème il apparaisse au moment du runtime. C'est-à-dire qu'on veut, pendant qu'on développe, que s'il y a un état qui est un peu bizarre, ce qu'on appelle du fail fast, qui est un peu bizarre, on veut que ça crache à ce moment-là pour voir au plus tôt ce qui se passe. Et bien, les points d'exclamation, ça permet de faire ça. En fait, ça asserte derrière que la valeur, elle n'est pas nulle. Et si jamais elle est nulle, on aura un null pointer exception. Si je voulais pas null pointer, j'aurais fait hop, ça. Et là, ça aurait fait un if map différent de nul, alors j'appelle map.clear. Et c'est pas ce que je veux. Et après, donc là, on est sur du Google Maps API, donc je vais vous dire tout simplement ce que ça fait. Donc là, en fait, je dessine simplement une ligne qui correspond à ma trajectoire sur la map. Donc c'est pas très intéressant pour du Kotlin. Il faut effectivement initialiser ici notre map. Voilà, on y est. La location, qu'est-ce que c'est que cette location? Ouais, on a un add marker ici, et puis on a un result. Ah oui, la location, c'est ça. C'est notre point. Donc on rajoute nos marqueurs. Donc là, pareil, c'est pas hyper intéressant. Oula, là il y a un petit problème. Qu'est-ce qui s'est passé là? Oui, j'ai oublié la méthode qui va avec. Donc, hop, et ça, c'est une location. Tiens, on n'a pas de la TLNG là? Si. Ok, parfait. Et on a une liste de marqueurs pour pouvoir les enlever plus tard. Et là, on est bon. Et ici, donc pareil, pourquoi je fais ça? Donc je vais vous expliquer tout ce que je viens de faire. C'est très simple. Hop, résulte. Donc qu'est-ce que j'ai fait jusque-là? Donc j'ai initialisé ma map view, parce qu'on s'en fiche de... Enfin, parce que c'est important de le faire, donc il faut binder sur toutes les méthodes de cycle de vie de l'activité, pour être sûr qu'on gère bien les ressources. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai filtré ma map. Pourquoi ici j'ai mis tout ça dans une variable? Pourquoi? Parce que, ce que je vous dis, l'immutabilité en Kotlin, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et du coup, on ne peut pas dire ici places égale tout ça. Parce que ça, c'est une variable qui est fournie, qui est final par défaut. Donc immutabilité, c'est l'équivalent de final en Java. Et donc on ne peut pas la changer. Donc du coup, on est obligé de créer une nouvelle variable dans laquelle on va introduire nos places. Et du coup, dans l'UIThread, qu'est-ce que je fais? Je clear la map. Pour quelle raison? Parce qu'on va avoir en fait plein de petits points qui vont apparaître. Donc pour pas que ça s'accumule et qu'on voit que les points où on est, on les efface au fur et à mesure. Si on est revenu à 0, j'efface la ligne en même temps. Et puis je mets à jour en fait ma trajectoire au fur et à mesure. C'est un petit peu plus joli que de l'avoir directement. Et puis enfin là, j'itère sur le résultat. Donc pareil, for each, c'est la même chose. C'est un peu un parcours fonctionnel d'une liste. Donc c'est pareil, une extension que fournit Kotlin, dans laquelle on a une place en entrée, et pour chacune des places que je récupère, j'ajoute un marqueur. Très simple.
Là, c'est juste du positionnement de caméra pour que à la compilation, enfin pour que quand on va lancer l'application, ça zoome directement là où il faut zoomer. Ça va jusque-là? Donc normalement, on est tout bon. Si je lance ça, c'est moi ou c'est extrêmement petit là? Ça va ou pas au niveau de... Non, je vais pas y arriver. Ouais, mais en fait... Ah. En fait, je crois qu'on va pouvoir gérer le problème très simplement. En l'optimisant pour l'écran Retina. Ah, voilà. Oula. Oula. Et donc là... Ah, c'est plus grand là. Et donc, comme il n'y a pas Internet, eh ben, on n'a pas de carte. Oups. Donc tout va bien. Donc si quelqu'un a Internet sur son device, je veux bien. Au hasard, Michael. Donc il y a 2 secondes, ça marchait parfaitement. Et les points n'avancent pas non plus, si les points avancent un petit peu. Comment il s'appelle? Days Comics. Attends, ok. C'est toujours les aléas du direct. Ok. Donc on a la carte qui commence à arriver. Alléluia. Et on va relancer notre petite application. Allez. Tu vas y arriver. Ah, c'est à moi. Eh ben c'est dommage. C'est très dommage. Ah, attends, finalement c'est très compliqué là. Hein. Ah, c'est vraiment très triste. Très triste. Ça marchait très bien il y a 2 secondes, on va essayer de recompiler, mais j'y crois pas trop. Oh putain. Je sais pas si j'ai internet là du coup. Ouais. Allez, s'il te plaît. Non, je sais pas si... Il y a Marion dans le coin ou pas? Non, tant pis. D'internet. Ouais, on va essayer. Là, ça a pas l'air de très bien marcher. Mais je sais pas si c'est parce que c'est... Allez, là... Bon, normalement, dans la vraie vie, on voit la carte et les points qui avancent au fur et à mesure. C'est un peu dommage. Oh, c'est chiant. Ouais, d'accord. Même l'émulateur, il va plus du tout, là. Ouais, attends, je redémarre l'émulateur parce qu'il va plus du tout. Maintenant que ça redémarre, donc je vais vous montrer d'autres trucs. Un peu cool. Hop, allez. Alors, non, on est là. Hop, ça, je l'enlève. Je vais juste switcher sur notre branche pour être sûr que ça marche. Si je reviens. Oh là là. Donc là, on voit tout ce qu'il faut. Hein. Tout va bien. Oui, 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 oui. C'est coupé. Ah bon? Ouais. Ok. Donc, la question qu'on peut se poser, une fois que ça marche... Non, mais c'est pas possible, je vais couper le son. Hein. Ouais, bon, ça marche toujours pas, c'est pas très grave. Donc en théorie, j'aurais dû vous le montrer dès le début pour que ça soit plus simple, mais normalement, donc du coup, on voit la trajectoire qui arrive au fur et à mesure avec les points qui bougent.
Donc ça marche, hein, parce que je l'ai testé et c'est sûr que ça fonctionne. D'ailleurs, il pourra en témoigner, Florent, hier, il l'a vu en live tourner. C'est le problème du Wi-Fi. Donc, une fois que ça marche, en théorie, une fois que ça marche, ce qu'on peut dire, et ce qu'on peut se poser la question, c'est, ok, une fois que j'ai ça, comment je gère la rotation? Parce que j'ai besoin de sauvegarder mes états et j'ai besoin de plein de choses. Et donc pour ça, eh ben, il faut implémenter Parcelable. Et donc c'est là où on a toute la puissance des extensions. Donc il faut que notre location ici, elle implémente Parcelable. Donc comment on implémente en étant des classes? C'est très simple, c'est avec juste 2 points. Hop, et donc on va avoir ici des choses à mettre dedans. Donc on voit que le describe content ici retourne un int. L'avantage des fonctions, c'est que ça peut retourner des valeurs. Donc plutôt que de faire ici, on pourrait écrire comme on fait en Java un return 0, ou alors, pour être plus court, on pourrait ici dire carrément égal 0. Ça veut juste dire que notre fonction, elle retourne 0 quand on l'appelle. Donc si c'était un boolin, on aurait pu mettre une instruction booléenne, et du coup ça permet d'écrire des méthodes extrêmement courtes en fait, si on a besoin. Et le write to parcel, et bien là, on connaît, c'est extrêmement compliqué à écrire. Je vais vous montrer un truc. Donc c'est une classe utilitaire qui s'appelle parcelable.kotlin, donc j'aurais pu l'appeler n'importe comment, j'aurais pu le mettre dans mon code, peu importe. Et en fait, ça fournit donc une méthode qui s'appelle, qui permet de créer un créateur. Et ici, on a une méthode write qui permet en fait d'écrire, donc on rajoute la méthode write à la parcelle. Donc ce fait que dès qu'on a une parcelle, on pourra faire un point write et faire des choses. Qu'est-ce que ça fait? Ça prend les flags dont on a besoin pour override, pour écrire des parcellables, et ça prend une liste d'arguments, donc ce sera les arguments de notre, les paramètres de notre classe. Et qu'est-ce qu'on fait là? Eh ben, on dit que pour chacun de nos arguments, donc pour chacune des propriétés de notre classe, eh ben, on va checker. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le smart cast en Kotlin, c'est un switch case un peu plus puissant en fait. Donc on dit que quand notre argument c'est un string, eh ben, ici le 10, ben, en fait, il prend la valeur de string. Donc ça devient ça, on sait que c'est une instance de string. Donc on va pouvoir accéder à toutes les méthodes de string. Si c'est un double, ça prend tout ce qui est d'un double. Pareil pour un parcellable, on peut faire exactement ce qu'on veut avec ça. Et donc c'est extrêmement puissant parce que ici du coup j'aurais pu mettre un is n'importe quoi et continuer. Pareil si je fais un if ma classe instance of quelque chose, ben, au lieu de la caster juste derrière, ben, en fait la valeur l'instance prend l'instance de la classe, quoi. Et au final du coup on va pouvoir continuer sans jamais caster. Ce qu'on appelle le smart cast. Et donc on pourra auto-compléter, il n'y aura pas de problème. Et donc ça sert à quoi? Ben, ça sert à écrire des parcellables beaucoup plus simplement. Donc c'est ce que je vous disais ici, donc dans ma géosource. On est dans géosource là, voilà. Et ben, ici, qu'est-ce qu'on a? On a donc notre parcelle. Et qu'est-ce que je vous disais? J'ai rajouté une méthode write. Donc on la voit apparaître à l'autocomplétion, ce qui est très pratique. Et donc on a nos flags qu'on va mettre. Et il y avait en fait un vararg, donc un ensemble de paramètres à mettre juste derrière. Je vous ai dit que ça serait quoi? Que ça serait en fait nos propriétés de notre classe. Donc on va pouvoir mettre isOpen, rate, name et la tlng. Et donc là, ça va écrire dans l'ordre, donc le isOpen, le rate, le name et la tlng dans la parcelle. Et donc plutôt d'avoir un parcel.write, parcel.read, parcel.write isOpen, parcel.write rate, parcel.write name, parcel.write la tlng, et on galère avec l'ordre. Là, c'est extrêmement simple. On écrit en une ligne, on aurait eu 10 paramètres, ça aurait pris une ligne pareille. Donc vous voyez un petit peu l'avantage des sections de fonction. C'est extrêmement simple, ça va écrire du code super beau. Et on a besoin donc d'un créateur. Alors du coup, un créateur, je ne le connais pas par cœur, mais c'est un truc du genre public parcel.creator, je crois. Ouais, mais il n'y a pas de statique en Kotlin. Alors, on va parler un petit peu de statique. Je mettrai le créateur dedans. En fait, il y a un truc qu'on a en Kotlin qui s'appelle les objets. Donc, un objet, donc c'est une classe standard. Il y a quelque chose qu'on peut noter objet. Un objet, en fait, c'est quoi? C'est quelque chose qui va être instancié qu'une seule fois. C'est l'équivalent d'un singleton. Typiquement, si je prends mon trajectory ici, on voit tout là-haut que c'est un objet. En fait, cet objet, c'est une façon très simple d'écrire des singletons, donc c'est natif au langage. Et donc, ce qui va se passer, c'est que quand je vais appeler trajectory. Quelque chose, la première fois que je vais l'appeler, eh ben, il va l'initialiser, et les fois d'après, il va récupérer l'instance.
Donc il n'y a pas de problème de thread safety, de trucs galères. C'est natif au langage et ça se fait tout seul. Et à ça, on a ce qu'on appelle des companion objects. Ces companion objects, ça permet en fait d'accéder à une fonction ou à une valeur directement dans la classe sans instancier la classe. L'équivalent un petit peu du statique en Java. Donc ici, si je fais par exemple un public val de Toto égale 3, bah ici je vais pouvoir, alors du coup il faut spécifier le type parce qu'on est public, bah du coup ailleurs je vais pouvoir dire ici location.toto directement. Donc ça permet en fait d'avoir un accès statique à des valeurs ou à des fonctions. Comme je vous disais, en Kotlin, il n'y a pas de statique. Donc si on veut pouvoir avoir cet accès statique en Java aussi, il faut juste annoter ça. Tout va bien. Allez. Non. Oui, les grips, parce qu'il n'est pas utilisé. Bon, c'est pas grave, tout va bien. Donc au final, en annotant comme ça, en fait, simplement, on est en train de dire... alors c'est peut-être juste plateforme statique, en fait. Non, peu importe, c'est pas grave. Peut-être sans le... Ouais, ok. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on est en train de dire que notre variable Toto ici, elle est accessible statiquement par le langage Java. Donc c'est vraiment quelque chose de compilé statiquement. Sinon, c'est juste une instance, enfin une variable d'instance, comme toutes les autres. Sauf qu'elle est accessible, on va dire, directement, sans instancier la classe. Et donc, note parcelable. Alors du coup, je sais toujours jamais comment on les écrit, ça m'ennuie à chaque fois. Hop, on va y arriver. Et voilà, hop. Ouais. Ok, il n'y a plus de temps. Bon, l'idée, vous voyez, on a un créateur, en gros, et après, on instancie notre location exactement comme en trajectory. C'est dire comme ça. Des questions? Ah putain, super. Bon, on en parlera après, alors. Bah non.